Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'horreur mystique de Monsieur Mystère. Ce soir, nous vous présentons cet récit terrifiant et authentique sur les horreurs de l'aviation, des histoires qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité aérienne. Ces récits ne sont pas des fictions hollywoodiennes ou des légendes urbaines, mais des témoignages vérifiés de pilotes, d'hôtes de l'air et de passagers ayant vécu l'impensable à 10 000 mètres d'altitude, là où l'aide ne peut arriver et où l'évasion est impossible. Chaque histoire a été compilée à partir de rapports d'incidents officiels, de témoignages de témoins oculaires et de documents vérifiés par les autorités de l'aviation du monde entier. Les cieux cachent des terreurs que la plupart des voyageurs ne rencontreront jamais. Et après ce soir, vous comprendrez peut-être pourquoi certains de ces incidents ont été discrètement enterrés dans des dossiers classifiés. Si vous appréciez le contenu horrifique authentique, inspiré d'événements réels qui défient votre sentiment de sécurité, abonnez-vous à Dossier Enfoui et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enquêtes sur les rencontres les plus sombres de l'humanité. Après avoir entendu ces récits glaçants, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous si vous avez déjà vécu quelque chose d'inexplicable lors de vos propres voyages. Maintenant, préparez-vous à monter dans le cauchemar qui attend lorsque l'ordinaire devient impossible à expliquer. C'était un vol de nuit tardif, de San Francisco à Boston, au début du mois de mars de l'année dernière. Addison Harper venait de terminer une semaine épuisante de réunions consécutives avec des clients sur la côte ouest. Elle travaillait comme consultante en marketing pour une entreprise pharmaceutique, et le voyage avait été épuisant à tous points de vue. Son corps lui faisait mal après des heures passées dans des salles de réunion, son esprit était embrumé par trop de café et trop peu de sommeil, et tout ce qu'elle voulait, c'était s'effondrer dans son propre lit, à 3000 km de là. L'aéroport était presque désert lorsqu'elle arriva à 23h30 ce soir-là. Le terminal semblait étrangement silencieux, avec seulement une poignée de passagers dispersés dans la zone d'attente près de sa porte d'embarquement. La plupart étaient des voyageurs d'affaires comme elle, penchés sur leurs ordinateurs portables ou faisant défiler leur téléphone avec des expressions vitrées. Les lumières fluorescentes au-dessus d'elle bourdonnaient avec un bourdonnement persistant qui semblait plus fort en l'absence du chaos habituel de l'aéroport. Addison prit une bouteille d'eau dans un distributeur automatique et trouva un siège éloigné des autres. Elle vérifia son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes, confirmant que son vol était toujours prévu pour un départ à minuit 45. Lorsque l'embarquement commença enfin, Addison se dirigea vers l'avion avec les autres passagers, dont la plupart avaient l'air aussi épuisés qu'elle. Elle avait réservé un siège côté hublot à la rangée 14, espérant pouvoir s'appuyer contre le côté de l'avion et dormir pendant la majeure partie du vol. Alors qu'elle s'installait et glissait son bagage à main sous le siège devant elle, elle remarqua à quel point la cabine était froide. Il faisait un froid inhabituel, malgré le fait qu'on était presque au printemps. Elle serra son cardigan autour de ses épaules et se demanda si la climatisation était en panne. L'avion n'était qu'à moitié plein, ce qui signifiait que le siège du milieu à côté d'Addison restait vide. Un homme d'affaires d'une 50aine d'années prit le siège côté couloir, mit immédiatement des écouteurs et ferma les yeux. Addison était reconnaissante pour cet espace tampon. Elle boucla sa ceinture et s'installa. Alors que les hôtes de l'air faisaient leur démonstration de sécurité avant le vol, les moteurs rugirent et, en 20 minutes, ils roulaient sur la piste. Addison regarda par le hublot les lumières de San Francisco devenir de plus en plus petites jusqu'à disparaître entièrement sous une couverture de nuages. Elle dut s'assoupir peu après le décollage, car la prochaine chose dont elle se souvint fut d'être réveillée en sursaut par une soudaine agitation. Addison cligna des yeux, essayant de s'orienter. Les lumières de la cabine étaient tamisées, et la plupart des autres passagers semblaient endormis ou absorbés dans leurs propres activités. Mais 3 rangées devant elle, quelque chose n'allait pas du tout. Un homme d'une 30aine d'années était en proie à des convulsions violentes. Son corps entier était raide, son dos arqué de manière innaturelle, et ses bras s'agitaient dans des mouvements spasmodiques qui semblaient presque mécaniques. La femme assise à côté de lui s'était levée et hurlait à l'aide. 2 hôtes de l'air se précipitèrent dans l'allée, leurs visages tendus par l'inquiétude. L'une d'elles attrapa immédiatement l'interphone et fit une annonce qui glaça Addison jusqu'à la moelle. Si un médecin ou un professionnel de la santé se trouve à bord, qu'il se manifeste immédiatement. Nous avons une urgence médicale. Addison sentit son cœur commencer à battre la chamade. Elle se pencha en avant, essayant de voir ce qui se passait. L'homme était toujours en proie à des convulsions, et maintenant, elle pouvait voir que quelque chose de sombre coulait de son nez. Au début, elle crut à une simple épistaxis. Mais alors qu'une des hôtes de l'air se penchait pour l'aider, Addison la vit reculer avec horreur.
La substance qui s'écoulait du nez de l'homme n'était pas seulement du sang. Elle était épaisse et sombre, presque noire dans la lumière tamisée de la cabine. Puis Addison vit ses yeux. Du sang coulait des coins de ses yeux, dévalant ses joues en ruisseaux grotesques. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, et ses lèvres bleuaient. Les hôtes de l'air essayaient de le stabiliser, mais son corps continuait à se convulser avec une force terrifiante. Addison entendit l'une d'elles crier quelque chose à propos de la trousse médicale d'urgence. Une autre passagère, une femme qui se présenta comme infirmière, se précipita pour aider. Pendant les 20 minutes suivantes, Addison regarda, pétrifié d'horreur, alors que le personnel médical à bord tentait de sauver la vie de l'homme. Ils l'allongèrent dans l'allée et commencèrent à lui faire un massage cardiaque. L'infirmière donna des instructions pendant qu'une des hôtes de l'air faisait des compressions thoraciques. L'autre lui administra de l'oxygène et vérifia ses signes vitaux. Mais malgré leurs efforts, l'état de l'homme semblait ne faire qu'empirer. Ses convulsions finirent par cesser, mais pas de manière rassurante. Son corps devint simplement mou, sans vie. Toute la cabine était devenue silencieuse. Les passagers fixaient la scène qui se déroulait dans l'allée, certains avec les mains sur la bouche, d'autres pleurant silencieusement. Addison sentit la bile lui monter dans la gorge. Elle n'avait jamais vu quelqu'un mourir auparavant, et la brutalité de ce qu'elle venait de voir la laissa tremblante. L'homme était vivant moins d'une demi-heure plus tôt, assis à sa place comme tout le monde. Et maintenant, il était parti. La voix du commandant de bord retentit dans l'interphone, calme mais grave. Il expliqua qu'il y avait eu une urgence médicale et que le passager n'avait pas survécu. Il assura à tous que l'équipage faisait tout ce qui était possible pour gérer la situation avec respect et dignité. Il ajouta également qu'il continuerait jusqu'à Boston plutôt que de faire un atterrissage d'urgence, car il n'y avait plus rien à faire pour le passager décédé. Le corps fut soigneusement déplacé vers la zone de la cuisine à l'avant de l'avion et recouvert de couvertures. Addison ne pouvait s'empêcher de fixer l'endroit où l'homme s'était trouvé. Elle sentit une peur primitive s'installer dans ses os. Qu'est-ce qu'il avait tué? Pourquoi avait-il saigné des yeux et du nez de cette manière? Était-ce contagieux? Elle regarda les autres passagers et vit sa propre peur reflétée sur leur visage. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. La cabine semblait un tombeau. Le reste du vol fut les 4 heures les plus longues de la vie d'Addison. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait même pas fermer les yeux sans revoir l'image de cet homme en convulsion, le sang coulant sur son visage. Elle revivait la scène encore et encore dans son esprit, essayant de lui donner un sens. Elle avait lu des articles sur les fièvres hémorragiques, des maladies comme Ebola qui faisaient saigner les gens par tous leurs orifices. Mais celle-ci était censée être rare, confinée à des régions reculées d'Afrique ou à des épidémies contrôlées. Ceci était un vol commercial de San Francisco à Boston. Cela n'aurait pas dû arriver ici. Lorsque l'avion atterrit enfin à l'aéroport international Logan, Addison s'attendait à débarquer immédiatement. Au lieu de cela, le commandant fit une autre annonce. Il demanda à tout le monde de rester assis et calme. Il dit que des officiels des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, montraient à bord pour effectuer des dépistages de santé. Le ventre d'Addison se noua. C'était sérieux. Très sérieux. En quelques minutes, une équipe d'officiels en combinaison de protection complète entra dans l'avion. Leur vue était surréaliste, comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Ils portaient des combinaisons blanches de protection avec capuche, gants et visière. Ils transportaient du matériel médical et des tablettes. L'un d'eux parla à travers un mégaphone, expliquant que chaque passager et membre d'équipage devrait être testé avant de pouvoir quitter l'avion. Il les assura que c'était une mesure purement préventive, mais son ton suggérait le contraire. Le processus de test dura des heures. Chaque passager fut interrogé sur ses symptômes, son historique de voyage et tout contact qu'il aurait pu avoir avec l'homme décédé. Addison répondit honnêtement à leurs questions, expliquant qu'elle était assise 3 rangées derrière lui et qu'elle n'avait pas interagi avec lui à aucun moment. Ils prirent sa température, prélevèrent un échantillon de sang et firent un écouvillon dans son nez et sa gorge. Pendant tout ce temps, elle eut l'impression qu'elle allait vomir de peur. Il était près de 8 heures du matin lorsqu'Addison fut enfin autorisée à quitter l'avion. Elle était éveillée depuis plus de 24 heures, et son corps lui donnait l'impression de s'éteindre. Mais la peur la maintenait en alerte. Alors qu'elle marchait dans le terminal, encadrée par des officiels du CDC qui escortaient tous les passagers vers une zone de quarantaine séparée, elle entendit 2 d'entre eux parler à voix basse.
L'un d'eux mentionna que l'homme décédé était récemment revenu d'une mission médicale au Libéria. Il avait présenté des symptômes grippaux depuis 2 jours, mais avait supposé que c'était simplement de la fatigue. Addison sentit son sang se glacer. Libéria, Afrique de l'Ouest, fièvre hémorragique. Les morceaux du puzzle s'assemblaient, et l'image qu'ils formaient était terrifiante. Les passagers furent retenus dans une installation de quarantaine à l'aéroport pendant 6 heures supplémentaires pendant que leurs résultats de test étaient traités. Addison était assise sur une chaise en plastique dans une pièce stérile et blanche, fixant le mur et essayant de ne pas penser à ce qui pouvait grandir dans son corps à ce moment précis. Elle pensait à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Elle pensait à toutes les personnes avec lesquelles elle avait été en contact au cours de la semaine précédente. Si elle était infectée, combien de personnes avait-elle exposées? Lorsque les résultats arrivèrent enfin, on dit à Addison qu'elle avait été testée négative pour tous les virus hémorragiques connus. Mais les officiels expliquèrent que l'homme décédé transportait une souche d'un virus similaire à Ebola, une souche qui n'était pas encore pleinement comprise par la communauté médicale. Il était hautement contagieux et avait un taux de mortalité de plus de 60%. Il l'avait probablement contracté pendant son séjour au Libéria et avait été asymptomatique pendant son vol d'Afrique à San Francisco. Au moment où il avait embarqué dans le vol de nuit pour Boston, le virus avait progressé jusqu'à son stade final, le plus mortel. Addison reçut une brochure sur les symptômes à surveiller et des instructions pour s'auto-quarantiner pendant les 2 prochaines semaines. On lui dit de surveiller sa température 2 fois par jour et de signaler immédiatement tout signe de maladie. Si elle développait des symptômes, elle devait se rendre directement à l'hôpital le plus proche et les informer de son exposition potentielle. Elle prit un taxi pour rentrer chez elle. Son appartement lui semblait étranger, comme si elle le voyait pour la première fois. Elle enleva ses vêtements et les jeta directement dans la machine à laver, se frottant les mains et les bras jusqu'à ce que sa peau soit à vif. Elle prit la douche la plus chaude qu'elle pouvait supporter, laissant l'eau la brûler jusqu'à ce qu'elle se sente propre. Mais aucune quantité de savon ou d'eau ne pouvait effacer le souvenir de ce qu'elle avait vu. Pendant les 2 semaines suivantes, Addison ne quitta presque pas son appartement. Elle travailla depuis chez elle, commanda des courses à livrer et évita tout contact humain. Chaque matin et chaque soir, elle prenait sa température avec des mains tremblantes, terrifiée à l'idée que le thermomètre affiche une fièvre. Chaque fois qu'elle sentait le moindre chatouillement dans sa gorge ou la plus légère douleur dans son corps, elle était convaincue que c'était le moment où le virus se révélerait. Mais les symptômes ne vinrent jamais. Sa température resta normale. Ses résultats de test continuèrent à revenir négatifs. À la fin de la période de quarantaine de 2 semaines, les médecins confirmèrent qu'elle n'avait pas été infectée. Elle était en sécurité. Mais Addison ne se sentait pas en sécurité. Elle se sentait hantée. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à cet homme dans l'avion. La façon dont son corps s'était convulsé, le sang qui avait coulé de ses yeux. Elle se demandait s'il savait qu'il était malade. Elle se demandait s'il avait eu peur. Elle pensait à sa famille, aux personnes qui ne le reverraient plus jamais à cause d'un virus qu'il avait contracté en essayant d'aider les autres. Même maintenant, 1 an plus tard, Addison pense encore à ce vol. Elle voit encore son visage dans ses cauchemars. Et chaque fois qu'elle monte dans un avion, elle se surprend à scruter les autres passagers, à la recherche de signes de maladie, se demandant si elle est sur le point de revivre un autre cauchemar à 10 000 mètres d'altitude. Elle ne prend plus de vol de nuit. Elle vérifie obsessionnellement les avis sanitaires avant de voyager. Elle porte du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes partout où elle va. Ses amis lui disent qu'elle est paranoïaque, que la foudre ne frappe pas 2 fois. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu ce qu'elle a vu. Ils ne comprennent pas que parfois, la chose la plus terrifiante à propos de l'avion n'est pas le risque d'un crash. C'est le risque d'être piégé dans un tube métallique avec quelque chose d'invisible, quelque chose de mortel, quelque chose qui peut voler la vie d'une personne en quelques heures et laisser tout le monde se demander s'ils seront les prochains. Addison a appris cette nuit-là que la mort ne s'annonce pas toujours avec des signes avant-coureurs. Parfois, elle monte dans un avion, prend place et attend. Et quand elle se révèle enfin, il n'y a nulle part où courir, nulle part où se cacher, et rien que quiconque puisse faire, sinon regarder et prier pour ne pas être le suivant. Ryan Mitchell travaillait comme steward pour Transatlantic Airways depuis près de 6 ans. Pendant ce temps, il avait dû gérer toutes les situations de passagers imaginables, des bébés qui pleurent, des hommes d'affaires ivres, des voyageurs nerveux ayant besoin de réassurance constante, des urgences médicales, et même l'occasionnel passager turbulent qu'il fallait maîtriser.
Il pensait avoir tout vu. Il avait tort. C'était un mardi après-midi de fin septembre lorsque Ryan se présenta pour son service sur le vol 447 de Seattle à Miami. Le temps était parfait, ciel dégagé et température douce. Le genre de conditions de vol qui facilitait son travail. Il effectua sa routine pré-vol avec la même efficacité qu'il avait développée au fil de milliers de vols. Il vérifia l'équipement de sécurité, passa en revue la liste des passagers et salua ses collègues de l'équipage. Tout était standard. Tout était normal. Le vol était relativement vide, ce qui n'était pas inhabituel pour un départ en milieu de semaine l'après-midi. Selon la liste des passagers, il y avait 33 passagers à bord, dispersés dans la cabine de manière à laisser la plupart des sièges du milieu vacants. Ryan appréciait ces vols plus calmes. Il lui donnait le temps de vraiment entrer en contact avec les passagers, plutôt que de se précipiter à travers le service comme il le faisait lors des vols bondés du week-end. Alors que les passagers embarquaient, Ryan se tenait près de l'avant de la cabine, accueillant chaque personne avec un sourire et les aidant à trouver leur siège. La plupart des voyageurs hochèrent poliment la tête et passèrent devant lui sans grande interaction. Mais un homme se démarqua. Il avait la cinquantaine, peut-être la fin de la quarantaine ou le début de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Il portait une chemise boutonnée simple et un pantalon kaki, l'uniforme de milliers de pères de banlieue à travers l'Amérique. Il sourit chaleureusement à Ryan en embarquant et dit quelque chose à propos de son impatience de rentrer chez lui pour voir sa famille. Ryan n'y pensa pas plus que cela sur le moment. C'était le genre d'échange agréable et oubliable qu'il avait des dizaines de fois à chaque vol. L'homme descendit l'allée et Ryan reporta son attention sur le passager suivant. Au moment où l'embarquement fut terminé et que la porte de la cabine fut fermée, Ryan avait déjà oublié cette interaction. Le vol décolla à l'heure prévue, à 14h15. Ryan et ses collègues stewards effectuèrent la démonstration de sécurité, une routine chorégraphiée qu'ils pouvaient effectuer les yeux fermés. Une fois que l'avion atteignit son altitude de croisière et que le signal de ceinture de sécurité fut éteint, ils commencèrent le service des boissons. Ryan commença à l'avant de la cabine avec son chariot, descendant l'allée rangée par rangée. Lorsqu'il atteignit la rangée 27, il trouva l'homme d'âge moyen qu'il avait remarqué pendant l'embarquement assis au siège 27C, le siège côté couloir. L'homme lui sourit avec cette même expression chaleureuse et amicale. Ryan lui demanda ce qu'il voulait boire et l'homme demanda un ginger ale. Alors que Ryan versait la boisson, l'homme commença à parler de sa famille. Il dit qu'il était en voyage d'affaires à Seattle depuis la semaine précédente et qu'il avait hâte de rentrer chez lui à Miami. Il parla de sa femme, de leur mariage de 22 ans, et de la façon dont elle le faisait encore rire chaque jour. Il parla de ses deux filles, âgées de 17 et 14 ans, et de la fierté qu'il éprouvait pour elles. L'aînée postulait pour des universités et voulait étudier la biologie marine. La plus jeune était obsédée par le volley-ball et jouait dans l'équipe de son école. Ryan se surprit à être réellement engagé dans la conversation. Il y avait quelque chose d'authentique et de gentil chez cet homme, quelque chose qui donnait envie à Ryan de l'écouter. L'homme sortit même son téléphone et montra à Ryan des photos de sa famille. Il y avait une photo de sa femme debout sur une plage au coucher du soleil, ses cheveux flottant dans le vent. Il y avait des photos de ses filles en robe de remise de diplôme et en uniforme de volley-ball, souriant de ses sourires jeunes et brillants. Ryan complimenta l'homme pour sa belle famille et continua avec son chariot, sentant une petite chaleur dans sa poitrine. C'étaient des interactions comme celle-ci qui lui rappelaient pourquoi il aimait son travail malgré ses nombreuses frustrations. Environ une heure plus tard, Ryan ramassait les déchets et proposait aux passagers de leur resservir à boire. Lorsqu'il atteignit la rangée 27, il remarqua que la femme assise au siège 27D, le siège côté hublot, regardait autour d'elle avec une expression confuse. Elle l'interpella et demanda quand la personne assise en 27C reviendrait des toilettes. Ryan jeta un coup d'œil au siège côté couloir vide et sentit une petite confusion l'envahir. Il lui dit qu'il allait vérifier et se dirigea vers les toilettes arrière. Toutes deux étaient vacantes, portes déverrouillées et lumières éteintes. C'était étrange. Peut-être que l'homme était allé à l'une des toilettes à l'avant de l'avion. Ryan remonta l'allée, vérifiant chaque salle de bain en passant. Tout était vide. Il sentit une pointe d'inquiétude commencer à se former à la base de son crâne. Où était passé l'homme? Ce n'était pas un grand avion. Il n'y avait que quelques endroits où une personne pouvait se trouver. Ryan parcourut toute la longueur de la cabine, vérifiant chaque rangée avec soin. L'homme n'était nulle part. Ryan revint à la cuisine à l'avant de l'avion et trouva sa collègue,
Maria, en train de préparer du café. Il lui demanda si elle avait vu l'homme du siège 27C. Maria le regarda avec une expression vide et lui demanda de quoi il parlait. Ryan décrivit l'homme, les cheveux grisonnants, les lunettes à monture métallique, le pantalon kaki. Maria secouait la tête. Elle dit qu'elle n'avait vu personne correspondant à cette description. Ryan insista sur le fait qu'il avait servi un ginger ale à l'homme moins d'une heure plus tôt, qu'ils avaient parlé pendant plusieurs minutes de sa famille. L'expression de Maria passa de la confusion à l'inquiétude. Elle suggéra qu'il vérifie à nouveau la liste des passagers. Ils affichèrent la liste numérique des passagers sur la tablette de Maria. Ryan fit défiler jusqu'à la rangée 27. Siège 27A occupé. Siège 27B vacant. Siège 27C vacant. Siège 27D occupé. Ryan sentit son estomac se nouer. Cela ne pouvait pas être exact. Il avait vu l'homme. Il lui avait parlé. Il lui avait servi une boisson. Il dit à Maria qu'il devait y avoir une erreur dans le système, que parfois la liste des passagers ne se mettait pas à jour correctement. Maria le regarda avec des yeux inquiets et suggéra qu'il demande à la femme en 27D. Ryan revint à la rangée 27, essayant de garder une expression calme et professionnelle. Il se pencha et demanda discrètement à la femme en 27D si elle pouvait décrire la personne qui était assise à côté d'elle en 27C. La femme le regarda comme s'il avait perdu la tête. Elle dit que personne n'était assis à côté d'elle. Elle dit qu'elle avait spécifiquement choisi cette rangée parce qu'elle était vide et qu'elle voulait plus d'espace. Ryan sentit une sueur froide perler sur son front. Il insista sur le fait qu'il y avait quelqu'un assis là, un homme d'âge moyen avec des lunettes. La femme secouait fermement la tête. Elle dit qu'elle était dans cette rangée depuis l'embarquement et que le siège à côté d'elle était resté vide tout ce temps. Ryan revint à la cuisine, se sentant étourdi et désorienté. Maria suggéra qu'il s'assoie un moment, qu'il confondait peut-être des passagers d'un vol précédent. Mais Ryan savait ce qu'il avait vu. Il savait ce dont il se souvenait. Il avait parlé à cet homme. Il avait regardé des photos sur le téléphone de l'homme. Cela avait été réel. Cela devait avoir été réel. Pour le reste du vol, Ryan ne put se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas profondément. Il continuait à passer devant la rangée 27, s'attendant à voir l'homme assis là, lisant un magazine ou regardant le divertissement en vol. Mais le siège 27 s'est resté vide, se moquant de lui par son absence. Il remettait en question sa propre santé mentale. Avait-il imaginé toute cette interaction? Était-il en train de faire une sorte de crise mentale? Mais les détails étaient si vivants, si spécifiques. Il pouvait encore voir le visage de l'homme, entendre sa voix décrire les accomplissements de ses filles. Lorsque l'avion atterrit enfin à Miami, Ryan pouvait à peine se concentrer sur ses tâches. Il alla à travers les motions de préparation de la cabine pour l'arrivée, aidant les passagers à récupérer leurs bagages des compartiments supérieurs et souhaitant à tous une agréable journée. Mais son esprit était ailleurs, piégé dans l'impossibilité de ce qui s'était passé à 10 000 mètres d'altitude. Après que tous les passagers eurent débarqué, Ryan s'assit dans la cabine vide et essaya de comprendre. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Il sortit son téléphone pour vérifier ses messages et vit que sa galerie de photos contenait plusieurs nouvelles images. Il ouvrit l'application et sentit son sang se glacer. Il y avait 4 photos qu'il ne se souvenait pas avoir prises. C'étaient les mêmes photos que l'homme lui avait montrées. La femme sur la plage, les 2 filles en robe de remise de diplôme et en uniforme de volley-ball. Mais ces photos semblaient différentes d'une certaine manière. La qualité était étrange, légèrement délavée, comme si elles étaient anciennes. Ryan zooma sur l'image de la femme sur la plage. Dans le coin inférieur droit, il y avait un tampon de date, 14 septembre 1987. Les mains de Ryan commencèrent à trembler. C'était impossible. Ces photos avaient l'air contemporaines lorsque l'homme les lui avait montrées. Mais maintenant, en les regardant sur son propre téléphone, elles étaient clairement vieilles de plusieurs décennies. Les coiffures, les vêtements, même la qualité de l'image elle-même parlaient d'une autre époque. Comment ces photos étaient-elles arrivées sur son téléphone? Il ne les avait pas prises. Il ne les avait pas téléchargées. Elles étaient simplement apparues. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre d'hôtel à Miami, Ryan ne put dormir. Il fixait les photos sur son téléphone, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Sur une impulsion, il fit quelque chose qui le hanterait pour le reste de sa vie.
Il prit une capture d'écran de l'une des photos montrant l'homme avec sa femme et ses filles et la passa dans une recherche d'images inversée. En quelques secondes, des résultats apparurent. Le premier lien menait à un article de journal de 1992. Le titre disait « Une famille locale de 4 personnes meurt dans un tragique accident d'avion ». Ryan cliqua sur l'article avec des mains tremblantes. L'histoire détaillait comment un vol commercial de Seattle à Miami s'était écrasé lors d'un orage violent, tuant les 46 personnes à bord. Parmi les victimes figurait Jonathan Reeves, âgé de 47 ans, sa femme Catherine, âgée de 45 ans, et leurs 2 filles, Emily et Sarah, âgées de 17 et 14 ans. L'article incluait une photo de famille. C'était la même photo que l'homme avait montrée à Ryan. C'était la même photo qui était maintenant inexplicablement enregistrée sur son téléphone. Ryan lut l'article 3 fois, espérant à chaque fois avoir mal compris quelque chose, qu'il y avait une explication rationnelle. Mais il n'y en avait pas. L'homme à qui il avait parlé, l'homme qui lui avait parlé de sa femme et de ses filles, était mort depuis des décennies, et il était mort dans un vol de Seattle à Miami, exactement le même itinéraire que Ryan venait de faire. Ryan commença à faire des recherches de manière obsessionnelle. Il apprit que Jonathan Reeves était un représentant commercial qui voyageait fréquemment pour le travail. Il apprit que l'accident avait été causé par une défaillance catastrophique du moteur pendant un orage. Il apprit que l'avion s'était écrasé dans les Everglades et qu'il avait fallu des jours aux équipes de secours pour récupérer tous les corps. Il apprit que les affectations de siège de ce vol montraient que Jonathan Reeves était assis au siège 27C. Le lendemain matin, Ryan se rendit au bureau des opérations de l'aéroport et demanda à consulter les enregistrements de sécurité du vol de la veille. Le superviseur était réticent, mais finit par accepter lorsque Ryan expliqua qu'il devait vérifier quelque chose pour sa propre tranquillité d'esprit. Ils affichèrent les enregistrements de la zone d'embarquement, puis des caméras de la cabine. Ryan se regarda accueillir les passagers alors qu'ils embarquaient. Il regarda la cabine se remplir de voyageurs trouvant leur siège et rangeant leurs bagages. Mais lorsque l'angle de la caméra montra la rangée 27, le siège 27C resta vide tout au long du processus d'embarquement. Personne ne s'y assit. Personne ne s'y était jamais assis. Ryan demanda ensuite à consulter les enregistrements du service des boissons. Le superviseur avança rapidement jusqu'au moment où Ryan servait des boissons à la rangée 27. À l'écran, Ryan pouvait se voir debout dans l'allée, tenant une canette de ginger ale et la versant dans un gobelet, mais il la versait dans le vide. Il n'y avait pas de passagers en 27C. Le siège était vacant, pourtant, dans la vidéo, Ryan parlait clairement à quelqu'un, gesticulant de sa main libre, souriant et hochant la tête comme s'il était engagé dans une conversation. Pour quiconque regardant la vidéo, cela ressemblait à Ryan ayant une conversation animée avec un siège vide. Le superviseur regarda Ryan avec une profonde inquiétude et suggéra qu'il prenne quelques jours de congé, peut-être qu'il consulte un conseiller. Ryan accepta d'un air absent. Il quitta le bureau et se rendit directement au service de santé des employés de l'aéroport. Mais que devait-il leur dire ? Qu'il avait passé 15 minutes à parler à un fantôme, qu'un homme mort lui avait montré des photos de 1987 qui étaient maintenant enregistrées sur son téléphone, qu'il avait servi un ginger ale à quelqu'un qui était mort dans un accident d'avion 30 ans plus tôt. Ryan ne travailla plus jamais sur un vol après ce jour-là. Il demanda un transfert aux opérations au sol et passa les 2 années suivantes à travailler derrière un bureau, traitant des papiers et planifiant les équipages. Il ne pouvait plus se résoudre à monter dans un avion. Chaque fois qu'il passait devant une porte d'embarquement et voyait des passagers monter à bord, il se demandait si l'un d'eux était réel. Il se demandait combien d'entre eux étaient piégés dans une boucle, condamnés à répéter le même vol encore et encore, sans savoir qu'ils n'avaient jamais atteint leur destination. Il a toujours les photos sur son téléphone. Il ne les a jamais supprimées, bien qu'il ne les ait plus jamais regardées non plus. Parfois, tard dans la nuit, lorsqu'il ne peut pas dormir, il pense à Jonathan Reeves assis au siège 27C, souriant et parlant de sa famille, montrant des photos de la femme et des filles qu'il était en train de rentrer voir. Ryan se demande si Jonathan sait qu'il est mort. Il se demande si Jonathan essaie toujours de rentrer chez lui. S'il monte toujours dans ce même vol de Seattle à Miami, croyant que cette fois, enfin, il y arrivera. Ryan ne travaille plus pour la compagnie aérienne. Il a démissionné il y a 2 ans et a pris un emploi dans un domaine complètement différent. Il n'a plus mis les pieds dans un avion depuis cet après-midi de septembre. Et chaque fois que quelqu'un lui demande pourquoi il a abandonné une carrière qu'il aimait autrefois, il répond simplement qu'il s'est lassé de voler. Il ne leur dit jamais la vérité. Il ne leur parle jamais de l'homme au siège 27C,
qui était là et n'était pas là, qui est mort il y a 3 décennies mais se souvient encore des noms de ses filles, qui a somehow traversé la frontière entre la vie et la mort pour avoir une dernière conversation sur la famille qu'il aimait. Parce que s'il leur disait la vérité, il le prendrait pour un fou. Et peut-être l'est-il. Mais les photos sur son téléphone lui disent le contraire. Elles lui disent que ce qu'il a vécu était réel, même si cela n'aurait pas dû être possible. Elles lui disent que parfois, les morts ne savent pas qu'ils sont censés lâcher prise. Et parfois, ils montent dans un avion en direction de chez eux, espérant que cette fois, ce sera différent. Lucy Chen avait toujours été une planificatrice méticuleuse. En tant qu'avocate d'entreprise pour un cabinet international basé à Londres, elle était habituée à contrôler chaque variable de sa vie professionnelle. Son vol de nuit de Londres à Singapour ne faisait pas exception. Elle avait réservé son billet 3 mois à l'avance, obtenu un siège côté couloir en classe affaires pour plus d'espace pour les jambes, et préparé son bagage à main avec tout ce dont elle pourrait avoir besoin pour le voyage de 13 heures. Documents de travail, écouteurs anti-bruit, masque pour les yeux et son coussin de voyage étaient tous soigneusement organisés dans le sac en cuir sous son siège. Le vol décolla de Heathrow à 23h30. Lucy s'installa au siège 12C, reconnaissante pour la cabine relativement vide. Voyager en milieu de semaine signifiait moins de passagers, ce qui se traduisait généralement par un vol plus calme et plus confortable. L'homme assis à côté d'elle au siège 12D se présenta comme David. Il semblait avoir la quarantaine, vêtu d'un costume gris anthracite coûteux avec une chemise blanche impeccable. Il portait une mallette et arborait la même expression fatiguée que Lucy reconnaissait sur son propre visage. Un autre voyageur d'affaires, supposa-t-elle. Un autre professionnel traversant le cycle sans fin des aéroports, des hôtels et des salles de conférence. Ils échangèrent les banalités polies que les étrangers dans les avions font toujours. Où allez-vous? Affaires ou plaisir? Combien de temps allez-vous rester? Lucy mentionna qu'elle se rendait à Singapour pour une semaine de réunion avec des clients. David dit qu'il était dans la vente de produits pharmaceutiques et voyageait fréquemment en Asie. La conversation était assez agréable, oubliable dans sa banalité. Lucy mit ses écouteurs après le décollage et ferma les yeux, espérant obtenir au moins quelques heures de sommeil avant l'atterrissage. Elle se réveilla 4 heures plus tard avec la sensation d'être observée. Ses yeux s'ouvrirent lentement, s'adaptant à la lumière tamisée de la cabine. La plupart des autres passagers semblaient dormir, leurs sièges inclinés et des couvertures remontées jusqu'à leur menton. Mais David était bien éveillé, la fixant avec une intensité qui lui noua l'estomac. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien, penché au-dessus de la coudoir qui séparait leurs sièges. Lorsqu'il vit qu'elle était réveillée, il sourit. Lucy retira ses écouteurs et se redressa, mettant autant de distance que possible entre eux dans l'espace confiné. Elle demanda s'il y avait un problème, essayant de garder sa voix stable. David continua de sourire, cette expression dérangeante ne quittant jamais son visage. Il lui dit qu'il l'avait observée dormir pendant la dernière heure. Il dit qu'elle avait l'air paisible, vulnérable. Il dit qu'il aimait regarder la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Lucy sentit un frisson glacé lui parcourir les veines. Elle lui dit fermement que son comportement était inapproprié et qu'il devait arrêter. David rit doucement et se pencha encore plus près. Il lui dit qu'il savait où elle habitait. Il récita son adresse à Londres, le nom de la rue et le numéro de l'immeuble, voire le numéro de son appartement. Lucy sentit ses mains commencer à trembler. Elle exigea de savoir comment il avait obtenu ces informations. David plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une pile de photographies. Lucy se reconnut dans chacune d'elles. La voilà, quittant son immeuble un mardi matin, vêtue de son tailleur marine et portant sa mallette. La voilà, au supermarché, attrapant un carton de lait. La voilà, à la salle de sport, marchant sur un tapis roulant avec ses écouteurs. La voilà, assise dans un café près de son bureau, travaillant sur son ordinateur portable. Les photos avaient été prises sur des semaines, peut-être des mois. Quelqu'un l'avait suivie, documentant ses routines, apprenant ses habitudes, et cette personne était assise juste à côté d'elle à 10 000 mètres d'altitude, sans qu'elle puisse s'échapper. David lui dit qu'il l'observait depuis 8 mois. Il savait à quelle heure elle partait pour le travail chaque matin. Il savait quelle station de métro elle utilisait et quelle sortie elle prenait. Il savait qu'elle allait à la salle de sport tous les lundis, mercredis et vendredis soirs. Il savait qu'elle achetait son café dans le même magasin chaque jour et qu'elle commandait toujours un flat white avec du lait d'avoine.
Il savait qu'elle vivait seule et qu'elle voyageait pour le travail au moins 2 fois par mois. Il lui dit que monter dans ce vol avec elle avait nécessité une planification minutieuse, mais que cela en valait la peine. Il avait finalement orchestré une opportunité où ils pourraient être seuls ensemble, où elle ne pourrait pas simplement s'éloigner de lui. Lucie essaya de rester calme. Elle dit à David qu'elle devait aller aux toilettes et tenta de se lever. David attrapa son poignet, ses doigts s'enfonçant dans sa peau assez fort pour laisser des marques. Il lui dit de se rasseoir. Il lui dit qu'il n'avait pas fini de parler. Lucie sentit la panique monter dans sa gorge, mais se força à respirer lentement. Elle appuya discrètement sur le bouton d'appel pour l'hôtesse de l'air. Lorsqu'elle arriva, Lucie expliqua calmement qu'elle se sentait mal à l'aise et demanda s'il y avait un autre siège disponible dans la cabine. Elle essaya de garder sa voix basse, ne voulant pas provoquer une scène qui pourrait aggraver la situation. L'hôtesse de l'air jeta un coup d'œil à David, qui fixait maintenant droit devant lui avec une expression vide. L'hôtesse dit qu'elle vérifierait les sièges disponibles et revint quelques minutes plus tard pour dire que le vol était complet. Il n'y avait pas d'autres sièges en classe à faire. Lucie demanda si elle pouvait être déplacée en classe économique ailleurs dans l'avion. L'hôtesse de l'air semblait incertaine, mais accepta de faire les arrangements. David se retourna pour faire face à Lucie. Son expression était passée de plaisante à quelque chose de plus sombre, plus volatile. Il lui dit qu'il savait qu'elle voyageait seule chaque mois pour le travail. Il connaissait son emploi du temps de voyage mieux qu'elle. Il savait dans quels hôtels elle séjournait et dans quels restaurants elle mangeait lorsqu'elle était trop fatiguée pour sortir. Il lui dit que changer de siège ne changerait rien. Il saurait toujours où elle était. Il serait toujours capable de la trouver. L'hôtesse de l'air revint et offrit de déplacer Lucie vers un siège en classe économique. Alors que Lucie se levait pour rassembler ses affaires, elle remarqua que le sac à main de David était partiellement ouvert. À l'intérieur, elle pouvait voir du ruban adhésif, des liens en plastique et une corde enroulée. Son sang se glaça. Elle attrapa son sac et suivit l'hôtesse de l'air vers l'arrière de l'avion, ses jambes la portant à peine. Une fois Lucie installée en classe économique, l'hôtesse de l'air informa le commandant de bord de la situation. Le commandant prit la décision d'alerter les autorités et demanda au marshal de l'air à bord de surveiller David pour le reste du vol. L'avion devait faire une escale prévue à Dubaï avant de continuer vers Singapour. Le commandant coordonna avec la sécurité de l'aéroport de Dubaï pour que David soit retiré de l'avion pendant l'escale. Lucie passa le reste du vol dans un état d'hypervigilance. Chaque fois qu'elle voyait un mouvement dans l'allée, elle se tendait, s'attendant à voir David apparaître. Elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait que rester assise, les bras enroulés autour d'elle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle revivait sans cesse les paroles de David, la manière décontractée avec laquelle il avait décrit le fait de la suivre. La connaissance détaillée qu'il avait de sa vie. Depuis combien de temps planifiait-il cela? Qu'avait-il l'intention de lui faire? Lorsque l'avion atterrit à Dubaï, Lucie regarda depuis son siège 2 agents de sécurité armés monter à bord de l'avion et escorter David. Il partit sans protester, mais se retourna pour regarder directement Lucie alors qu'on le faisait descendre dans l'allée. L'expression sur son visage n'était ni de la colère ni de la peur. C'était de la satisfaction, comme si ce résultat était exactement ce qu'il avait attendu, comme s'il avait déjà gagné quelque chose que Lucie ne comprenait pas encore. La sécurité de l'aéroport de Dubaï interrogea Lucie pendant plus d'1 heure. Ils lui demandèrent de fournir une déclaration détaillée sur ce qui s'était passé pendant le vol. Lucie leur dit tout, de l'aveu de David de l'avoir stalké aux objets troublants qu'elle avait vus dans son sac. Lorsque la sécurité fouilla les bagages enregistrés de David, ils trouvèrent une petite pharmacie de sédatifs et de médicaments sur ordonnance, des plans détaillés de l'immeuble de Lucie à Londres, et plus de photographies. Des centaines de photographies, non seulement de Lucie, mais aussi d'autres femmes. Des femmes dans différentes villes d'Europe et d'Asie. Toutes des femmes professionnelles qui voyageaient seules pour le travail. Les agents de sécurité dirent à Lucie que David était un prédateur connu, recherché en lien avec plusieurs agressions dans 3 pays différents. Il ciblait spécifiquement des femmes d'affaires qui voyageaient seules sur des vols internationaux. Il identifiait ses victimes via les réseaux sociaux et les profils professionnels publics, apprenait leurs habitudes de voyage, puis réservait les mêmes vols qu'elles. Son plan était toujours le même, se faire passer pour un voyageur d'affaires respectable, quelqu'un de non menaçant. Gagner la confiance de sa victime pendant le vol. La suivre jusqu'à son hôtel après l'atterrissage. Pénétrer dans leur chambre aux petites heures du matin,
lorsqu'elles étaient seules et vulnérables dans un pays étranger où elles n'avaient aucun système de soutien. Lucy était sa victime prévue cette nuit-là à Singapour. La sécurité trouva des confirmations de réservation d'hôtel sur le téléphone de David pour le même hôtel où Lucy devait séjourner. Ils trouvèrent des cartes détaillées indiquant l'emplacement de sa chambre et des notes sur la disposition de la sécurité de l'immeuble. Si Lucy n'avait pas remarqué les objets dans son sac, si elle n'avait pas alerté l'équipage de bord, elle serait arrivée à Singapour seule, sans savoir qu'elle était traquée. David fut arrêté et extradé vers le Royaume-Uni pour faire face à des accusations de harcèlement, d'agression et de tentative d'enlèvement. Lucy témoigna à son procès 6 mois plus tard. Elle apprit qu'elle était l'une des 14 femmes qu'il avait ciblées sur une période de 5 ans. 3 de ces femmes avaient été agressées. Une était morte. Lucy avait échappé de justesse, seulement parce qu'elle avait vu le ruban adhésif dans son sac. Seulement parce qu'une hôtesse de l'air avait pris sa préoccupation au sérieux. Seulement parce que le commandant avait décidé de retirer David pendant l'escale au lieu d'attendre Singapour. Lucy ne voyage plus seule. Elle ne réserve des vols que lorsque des collègues se rendent à la même destination. Elle a engagé un consultant en sécurité privée qui surveille ses réseaux sociaux et ses profils professionnels pour s'assurer qu'aucune information personnelle sur son emploi du temps de voyage n'est accessible au public. Elle a déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble avec une sécurité 24 heures sur 24. Elle ne va plus à la salle de sport à des heures prévisibles, ne fait plus ses courses dans les mêmes magasins et ne suit plus aucune routine qui pourrait être observée et documentée. Elle prend encore l'avion pour le travail, car sa carrière l'exige. Mais elle ne dort plus dans les avions. Elle ne fait plus de conversation avec l'inconnu assis à côté d'elle. Elle ne fait plus confiance au fait que la personne en costume élégant avec un sourire fatigué soit simplement un autre voyageur d'affaires essayant de survivre à un long vol. Parce qu'elle sait maintenant que les prédateurs ne s'annoncent pas toujours par la violence. Parfois, ils s'assoient juste à côté de vous avec une mallette et un sourire amical, et des plans détaillés pour détruire votre vie. Et parfois, la seule chose qui se dresse entre vous est le fait de devenir une autre statistique et de remarquer un rouleau de ruban adhésif dans un sac partiellement ouvert. Christopher a été pilote de ligne depuis 15 ans. Pendant ce temps, il avait traversé des orages violents, effectué des atterrissages d'urgence lorsque les moteurs tombaient en panne, et gardé son sang-froid lorsque les passagers paniquaient à 10 000 mètres d'altitude. Il se vantait de sa capacité à rester calme sous pression, à prendre des décisions rationnelles lorsque les autres autour de lui perdaient le contrôle. Mais rien dans sa formation ou son expérience ne l'avait préparé à ce qui s'est passé lors du vol de l'après-midi de Denver à Phoenix. C'était un mardi après-midi ordinaire à la fin du mois d'octobre. Christopher arriva à l'aéroport 2 heures avant l'heure de départ prévue. Comme toujours, il compléta sa checklist pré-vol avec la même précision méthodique qu'il avait pratiquée des milliers de fois. Les prévisions météo indiquaient un ciel dégagé et un vent minimal sur leur route. L'avion, un jet régional de 70 places, avait passé toutes les inspections mécaniques. Tout indiquait que ce serait un vol banal de 2 heures, le genre que Christopher pouvait effectuer les yeux fermés. Son copilote ce jour-là était un jeune pilote nommé Nathan, qui venait d'être promu de la formation de vol. Nathan était enthousiaste, compétent, et peut-être un peu trop enthousiaste à propos de tout ce qui concernait l'aviation. Christopher appréciait de travailler avec de nouveaux pilotes, car cela lui rappelait pourquoi il était tombé amoureux du vol en premier lieu. Alors qu'il s'installait dans le cockpit et commençait à parcourir leur checklist, Nathan posa des questions sur l'itinéraire, les conditions météo qu'il pourrait rencontrer, et les meilleures pratiques pour communiquer avec le contrôle du trafic aérien. Christopher répondit patiemment, appréciant le rôle de mentor. L'embarquement se déroula sans incident. Le vol n'était qu'à moitié plein, ce qui signifiait qu'ils auraient une charge plus légère et une meilleure efficacité énergétique. Christopher regarda par les fenêtres du cockpit alors que l'équipe au sol finissait de charger les bagages et préparait l'avion pour le départ. L'équipage de cabine compléta ses démonstrations de sécurité et, en 30 minutes, ils furent autorisés à décoller. Les moteurs rugirent et Christopher sentit cette poussée d'adrénaline familière alors qu'ils accéléraient sur la piste et s'élevaient dans le ciel du Colorado. Ils atteignirent leur altitude de croisière de 10 000 mètres exactement à l'heure. Christopher enclencha le pilote automatique et se cala dans son siège, passant mentalement en revue leur itinéraire et leur heure d'arrivée estimée. Nathan surveillait les instruments, jetant occasionnellement un coup d'œil par la fenêtre vers le paysage bien en dessous. Il survolait les montagnes rocheuses, ces anciens sommets que Christopher avait survolés des centaines de fois. La vue ne se lassait jamais, la façon dont la lumière de l'après-midi peignait les montagnes en nuances d'or et de violet.
C'est alors que Christopher l'entendit pour la première fois. Un grésillement sur la radio, suivi de ce qui semblait être des rires d'enfants. Il fronça les sourcils et vérifia la fréquence. Ils étaient réglés sur le canal standard de contrôle du trafic aérien. Les rires s'estompèrent, remplacés par des parasites, puis une voix d'enfant, petite, effrayée et incroyablement claire. « Aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Il fait si froid ici. » Christopher jeta un coup d'œil à Nathan, dont l'expression reflétait sa propre confusion. Nathan se pencha en avant et ajusta les commandes de la radio, pensant qu'ils avaient peut-être accidentellement capté un signal parasite d'une autre fréquence. Mais la voix continua, devenant plus désespérée. « Nous ne trouvons pas nos parents. Nous ne voyons rien. Il fait si sombre et si froid. Pourquoi personne ne nous aide ?» Christopher sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il appuya sur le bouton de transmission et parla avec soin, essayant de garder sa voix stable. « Ici le vol 227. Qui parle ? Quelle est votre position ? » Il y eut une longue pause remplie de parasites, puis l'enfant parla à nouveau. « Nous sommes dans l'avion. L'avion dans les montagnes. Nous sommes ici depuis si longtemps. Personne n'est venu nous aider. Nous avons appelé et appelé, mais personne n'a répondu. » Nathan fixait la radio avec des yeux écarquillés. Christopher vérifia à nouveau leur fréquence. Ils étaient définitivement réglés sur la fréquence de détresse internationale 121,5, mais il n'y avait aucun avion en détresse dans la région. Il contacta le contrôle du trafic aérien et demanda s'il recevait des signaux d'urgence. Le contrôleur répondit que tout était clair. Aucun appel de détresse, aucune urgence signalée. Christopher ne mentionna pas la voix. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'ils entendaient. La voix changea. Puis elle se multiplia. Ce qui était un enfant devint plusieurs enfants, tous parlant en même temps, leurs mots se chevauchant en un chœur de peur et de confusion. Où sont nos parents ? Pourquoi fait-il si sombre ? Nous avons si froid. S'il vous plaît, aidez-nous. La température dans le cockpit chuta soudainement et de manière dramatique. Christopher pouvait voir son souffle se condenser dans l'air devant lui. Nathan frissonnait, serrant son manteau plus étroitement. Christopher vérifia les commandes environnementales. Tout semblait normal. La température de la cabine aurait dû être un confortable 20 degrés Celsius, mais il faisait un froid proche du gel. Puis vint l'odeur. De la fumée, âcre et piquante, remplissant le cockpit avec une intensité terrifiante. L'entraînement de Christopher se mit immédiatement en marche. Il scanna le tableau de bord, cherchant des indicateurs d'incendie, vérifiant les températures des moteurs, recherchant tout signe de ce qui brûlait. Chaque jauge montrait des lectures normales. Il n'y avait pas d'incendie. Il ne devrait pas y avoir de fumée. Mais Christopher pouvait la sentir brûler sa gorge et piquer ses yeux. Nathan toussait, cherchant son masque à oxygène. Christopher prit la décision de dévier. Il ne pouvait pas expliquer ce qui se passait, mais quelque chose n'allait pas profondément. Il contacta le contrôle du trafic aérien et déclara une urgence, demandant une autorisation immédiate pour atterrir à l'aéroport le plus proche. Le contrôleur les guida vers Albuquerque, qui se trouvait à moins de 20 minutes. Christopher commença leur descente, les mains stables sur les commandes, malgré la peur qui courait dans son corps. L'équipage de cabine appela depuis l'arrière de l'avion. Les passagers signalaient une odeur de fumée. Plusieurs paniquaient, demandant ce qui n'allait pas, exigeant de savoir si l'avion était en feu. L'hôtesse de l'air en chef garda sa voix calme alors qu'elle expliquait qu'ils effectuaient un atterrissage de précaution et que tout était sous contrôle, mais Christopher pouvait entendre la peur sous son professionnalisme. Elle pouvait aussi sentir la fumée. Ils pouvaient tous la sentir. Et pourtant, les voix des enfants continuaient sur la radio. « Nous tombons. Nous tombons si vite. Il fait si froid. Maman, où es-tu ? Papa, s'il te plaît, aide-nous. » Les voix pleuraient maintenant, désespérées et terrifiées. Christopher voulait se boucher les oreilles, voulait éteindre la radio, mais il devait maintenir la communication avec le contrôle du trafic aérien. Il baissa le volume au minimum, mais il pouvait toujours les entendre. Ces petites voix appelant depuis un endroit sombre, froid et impossible. L'atterrissage à Albuquerque fut parfait, malgré les mains tremblantes de Christopher. Des véhicules d'urgence attendaient sur le tarmac. Des camions de pompiers et des ambulances positionnées le long de la piste.
Dès que l'avion s'immobilisa, des équipes de maintenance se précipitèrent vers l'avion, cherchant la source de la fumée. Ils ne trouvaient rien. Pas d'incendie, pas de panne mécanique, aucune explication pour ce que tout le monde à bord avait senti si clairement. Christopher resta assis dans le cockpit longtemps après que les passagers eurent débarqué, fixant la radio. Les voies s'étaient arrêtées au moment où ils avaient atterri. La température était revenue à la normale. L'odeur de fumée avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Nathan était assis à côté de lui en silence, son visage pâle et tiré. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Que pouvait-il dire? Plus tard ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Christopher ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé. Les voix des enfants, les mots spécifiques qu'ils avaient utilisés, l'avion dans les montagnes. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher dans les bases de données des incidents d'aviation. Il filtra par date, par lieu, par type d'aéronef, et puis il le trouva. 15 ans plus tôt, jour pour jour, le 24 octobre, un vol régional, désigné sous le nom de vol 227, s'était écrasé dans les montagnes rocheuses lors d'une tempête de neige inattendue. L'avion volait sur un itinéraire similaire à celui de Christopher, de Denver vers le sud-ouest. Il avait rencontré des conditions météo sévères et s'était écrasé dans une zone reculée des Rocheuses du Colorado. Les 48 personnes à bord avaient été tuées. Parmi les morts figuraient 12 enfants âgés de 4 à 14 ans. La plupart voyageaient avec leur famille pour des vacances d'automne. Christopher lut le rapport d'accident avec des mains tremblantes. La boîte noire récupérée avait capturé les derniers moments du vol. Les passagers hurlant alors que l'avion descendait rapidement. Les enfants appelant leurs parents. Les pilotes essayant désespérément de reprendre le contrôle alors qu'ils plongeaient à travers la tempête, puis le silence. Les débris n'avaient pas été retrouvés avant 3 semaines. Les équipes de secours avaient fouillé les montagnes dans des conditions hivernales brutales, suivant le signal de la balise de détresse. Lorsqu'ils avaient finalement localisé le site de l'accident, tout était enseveli sous la neige. Les victimes étaient mortes sur le coup. Au moins, elles n'avaient pas souffert dans le froid et l'obscurité pendant des jours, attendant des secours qui ne viendraient jamais. Christopher afficha une carte et traça les 2 trajectoires de vol. Son itinéraire cet après-midi-là l'avait mené directement au-dessus du site de l'accident, non seulement à proximité, mais directement au-dessus. Et l'heure de la journée correspondait presque exactement. 15 ans plus tôt, le vol 227 s'était écrasé à 15h47. Christopher survolait le même endroit à 15h49. Il trouva l'analyse audio de l'enquête originale sur l'accident, la décomposition technique des dernières minutes capturées sur la boîte noire. Il compara les schémas de fréquence, les gammes vocales, les phrases spécifiques utilisées. Puis il écouta l'enregistrement qu'il avait fait sur son téléphone pendant son propre vol. Un enregistrement qu'il avait commencé par instinct lorsque les voix avaient commencé. Les schémas correspondaient. Les voix des enfants appelant depuis la radio de Christopher étaient identiques aux voix enregistrées sur la boîte noire 15 ans plus tôt. Christopher ne vola plus jamais le 24 octobre. Il fit une demande formelle à sa compagnie aérienne pour être retiré de tous les horaires de vol ce jour-là, invoquant des raisons personnelles. Il ne leur parla pas des voix, de la fumée ou du froid impossible dans le cockpit. Il savait comment cela sonnerait. Les pilotes qui signalaient des phénomènes inexpliqués avaient tendance à se retrouver cloués au sol indéfiniment, soumis à des évaluations psychologiques et à des examens d'aptitude au service. Christopher ne pouvait pas se permettre de perdre sa carrière pour quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer et que personne ne croirait. Mais il changea ses affectations d'itinéraire. Il demanda des transferts vers d'autres régions, d'autres trajectoires de vol, tout ce qui pourrait le tenir éloigné des montagnes rocheuses. Il vole toujours, car voler est tout ce qu'il a jamais connu, tout ce qu'il a toujours voulu faire. Mais il évite certains itinéraires maintenant. Il évite certaines dates. Et parfois, tard dans la nuit, lorsqu'il ne peut pas dormir, il entend ces petites voix dans sa mémoire, appelant à l'aide qui est arrivé trop tard, demandant pourquoi personne n'a répondu lorsqu'ils en avaient le plus besoin, décrivant le froid, l'obscurité et le terrible moment de chute à travers un ciel hivernal vers des montagnes qu'il ne pouvait pas voir. Nathan quitta le pilotage 3 mois après ce jour-là. Il fut transféré à un emploi de bureau au sein de la compagnie aérienne, traitant des plans de vol et gérant les horaires des équipages. Christopher ne lui en veut pas. Certaines expériences vous changent de manière que vous ne pouvez pas défaire. Certaines voix restent avec vous longtemps après que la radio se soit tue. Et parfois, la frontière entre le passé et le présent, entre les vivants et les morts,
devient suffisamment fine pour que les perdus puissent traverser et nous rappeler qu'ils sont toujours là, qu'ils attendent toujours, qu'ils appellent toujours quelqu'un pour les entendre dans l'obscurité. Pénélope Martinez avait attendu ce voyage pendant des mois. Elle et son mari James célébraient leur 10e anniversaire de mariage avec 2 semaines de vacances en Thaïlande. Ils avaient passé 14 jours glorieux à explorer les temples de Bangkok, à se détendre sur les plages de Phuket et à se régaler dans les marchés de nuit de Chiang Mai. Le voyage avait été tout ce qu'ils espéraient et plus encore. Mais maintenant, alors qu'ils embarquaient dans leur vol international de Bangkok à Los Angeles, Pénélope sentait le poids familier du retour à la réalité s'installer sur ses épaules. Le Boeing 777 était rempli à pleine capacité, avec plus de 300 passagers entassés dans la cabine économique. Pénélope et James avaient des sièges à la rangée 23, environ à mi-chemin de l'avion. Ils s'installèrent pour le long voyage, sachant qu'ils avaient 16 heures dans les airs avec seulement une brève escale pour le ravitaillement à Tokyo. Pénélope sortit son coussin cervical et son masque pour les yeux, planifiant déjà de dormir pendant une grande partie du trajet. Les premières heures du vol se déroulèrent sans incident. L'équipage de cabine servit des boissons, puis le dîner, un choix entre du poulet ou du bœuf que Pénélope goûta à peine. Elle choisit le poulet. James choisit le bœuf. Ils regardèrent des films sur leurs écrans individuels, s'assoupissant parfois pendant les moments les plus ennuyeux. Autour d'eux, les autres passagers faisaient de même. Certains lisaient des livres, d'autres travaillaient sur des ordinateurs portables, d'autres dormaient la tête penchée à des angles inconfortables contre les hublots. Pénélope était à mi-chemin d'une comédie romantique lorsqu'elle entendit le premier cri. Il venait de quelque part derrière eux, peut-être 8 ou 9 rangées plus loin. Une voix d'homme, brute et terrifiée, hurlant des mots que Pénélope ne pouvait pas tout à fait distinguer. Elle retira ses écouteurs et se retourna pour regarder, comme des dizaines d'autres passagers qui avaient été surpris par le son. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Un homme dans la trentaine était debout dans l'allée, son corps raide et tremblant. Ses mains griffaient son propre visage, ses doigts s'enfonçant dans la peau assez fort pour faire couler le sang. Des traînées rouges descendaient sur ses joues et sa mâchoire. Ses yeux étaient fous, sans focalisation, roulant dans leurs orbites. Il hurlait des sons incompréhensibles, pas vraiment des mots, plutôt des bruits d'animaux en détresse pure. La femme qui avait été assise à côté de lui était pressée contre le hublot, aussi loin de lui qu'elle le pouvait, son visage tordu d'horreur. Les hôtes de l'air se précipitèrent dans l'allée depuis les 2 directions. L'une d'elles, une jeune femme avec les cheveux tirés en un chignon serré, atteignit l'homme en premier et essaya de le calmer. Elle parla d'une voix apaisante, tenant ses mains en un geste de paix. L'homme cessa de hurler pendant un instant, la regarda directement, puis se jeta en avant. Il se déplaçait avec une vitesse choquante, attrapant le bras de l'hôtesse de l'air et y enfonçant ses dents dans la chair. L'hôtesse hurla et essaya de se dégager, mais la prise de l'homme était comme de l'acier. Le sang perça à travers la manche de son uniforme. D'autres hôtes de l'air convergèrent vers eux, essayant de séparer l'homme de sa victime. Les passagers des rangées voisines se bousculèrent les uns les autres, désespérés de s'éloigner de la violence qui éclatait dans l'allée. Pénélope sentit James lui saisir la main, la serrant si fort que cela faisait mal. Ils regardèrent, pétrifiés d'horreur, alors que 3 hôtes de l'air et 2 passagers masculins parvenaient enfin à plaquer l'homme au sol. Il continua à se débattre et à mordre, ses dents claquant sur tout ce qui était à portée. Quelqu'un sortit des liens en plastique de l'équipement d'urgence et ils attachèrent ses mains dans son dos. Mais même ligoté, il continua à se convulser et à hurler, son corps s'arquant hors du sol avec une force inhumaine. C'est alors que Pénélope remarqua les autres. 2 rangées devant et 3 rangées derrière, 2 autres passagers commençaient à présenter le même comportement. Une femme d'âge moyen déchirait ses vêtements, ouvrant sa blouse et se grattant la peau de la poitrine jusqu'à ce qu'elle saigne. Un homme âgé cognait sa tête contre le siège devant lui encore et encore, assez fort pour que Pénélope entende le craquement sinistre de l'impact. La cabine explosa en chaos. Les passagers hurlaient, certains essayant d'aider les individus affectés, d'autres fuyant vers l'avant et l'arrière de l'avion. Des enfants pleuraient. Quelqu'un priait à haute voix dans une langue que Pénélope ne reconnaissait pas. Les hôtes de l'air étaient débordés, essayant de gérer plusieurs urgences simultanément tout en maintenant une apparence d'ordre. La voix du commandant retentit dans l'interphone, « Ferme mais urgente ». Il annonça qu'ils faisaient face à une urgence médicale et qu'ils effectueraient une déviation d'urgence vers Anchorage, en Alaska, l'aéroport le plus proche capable d'accueillir un avion long courrier. Il demanda à tous les passagers de rester calmes et de suivre les instructions de l'équipage de cabine.
mais ces mots firent peu pour apaiser la panique montante. Un autre passager, un jeune homme dans la vingtaine, commença à présenter des symptômes. Il se leva brusquement, faisant tomber son ordinateur portable par terre, et se mit à hurler qu'il y avait des insectes qui rampaient sous sa peau. Il se griffait les bras, essayant de les enlever, laissant de profondes entailles dans sa chair. Sa petite amie essaya de le retenir, mais il la repoussa avec une telle force qu'elle tomba dans les genoux du passager de l'autre côté de l'allée. Les hôtes de l'air, maintenant 5 d'entre eux travaillant ensemble, parvinrent à maîtriser et à ligoter la nouvelle victime. Mais ils commençaient à manquer de fournitures. Ils n'avaient qu'un nombre limité de liens en plastique, qu'un nombre limité d'extensions de ceintures qu'ils pouvaient utiliser comme contraintes improvisées. Et les victimes continuaient à se multiplier. En 20 minutes après le premier incident, 5 personnes présentaient les mêmes symptômes terrifiants, violents, autodestructeurs, complètement déconnectés de la réalité. Penelope serra James contre elle et chuchota qu'il devait s'éloigner de la zone affectée. D'autres passagers eurent la même idée. Ceux de la cabine avant se précipitèrent vers l'avant tandis que ceux de l'arrière se pressèrent vers l'arrière. Penelope et James se retrouvèrent dans les toutes dernières rangées de l'avion, pressés contre la cuisine arrière avec 30 ou 40 autres voyageurs terrifiés. Les hôtes de l'air travaillant dans cette section essayèrent de maintenir l'ordre, mais leurs visages trahissaient leur propre peur. L'un des passagers ligotés parvint à se libérer. Les liens en plastique s'étaient enfoncés dans ses poignets, et dans son état de frénésie, il avait tiré et tordu jusqu'à ce que ses mains glissent à travers, laissant des cercles de chair à vif et saignante. Il se releva et courut dans l'allée, le sang coulant de ses poignets, sa bouche grande ouverte dans un hurlement silencieux. 2 passagers masculins, tous 2 grands et semblant travailler dans la sécurité ou l'application de la loi, le plaquèrent au sol avant qu'il ne puisse atteindre le groupe entassé à l'arrière. Mais dans la lutte, il mordit l'un d'eux à l'épaule, ses dents déchirant la chemise et la peau. L'homme mordu ne présenta pas de symptômes immédiatement, mais tous ceux qui regardaient savaient ce qui pouvait arriver. Étant-ce que cette condition était contagieuse? Pouvait-elle se propager par la salive ou le sang? Personne ne le savait, et cette incertitude rendait tout pire. L'homme qui avait été mordu s'assit lourdement dans un siège vide, tenant sa main sur son épaule blessée, son visage pâle de choc et de peur. La descente vers Anchorage sembla durer des heures. Bien que cela n'ait pas pu durer plus de 45 minutes, les passagers affectés continuèrent leur comportement violent et autodestructeur malgré leurs contraintes. Une femme s'était mordu la lèvre à travers, le sang coulant sur son menton. Un autre homme s'était brisé les doigts, les pliant en arrière dans ses tentatives pour se libérer de ses liens. Les sons qu'il faisait étaient inhumains, à mi-chemin entre des hurlements et des grognements, un bruit qui entrait Pénélope pour le reste de sa vie. Lorsque l'avion atterrit enfin, il fut accueilli par des véhicules d'urgence de tous les services de la région d'Anchorage. Police, ambulances, camions de pompiers, même ceux qui semblaient être du personnel militaire. On demanda aux passagers de rester assis pendant qu'une équipe spécialisée montait à bord de l'avion. Ils portaient des équipements de protection, des combinaisons asthma complètes avec des visières et des gants. Ils se déplacèrent dans la cabine avec une efficacité professionnelle, sédatant les passagers violents un par un avec des injections qui, enfin, firent mercifulitaire leurs cris. Les victimes sédatées furent emportées de l'avion sur des brancards, attachées et couvertes de couvertures. Pénélope les regarda partir et essaya de ne pas penser à ce qui pourrait leur arriver, à quel type d'installation ils seraient emmenés, à quel type de traitement existait pour ce qui leur était arrivé. Les passagers restants furent retenus dans l'avion pendant 1 heure supplémentaire pendant que les officiels décidaient quoi faire d'eux. Finalement, ils furent autorisés à débarquer, mais furent immédiatement escortés vers une installation de quarantaine à l'aéroport. C'était un grand hangar qui avait été rapidement converti en zone d'attente avec des chaises pliantes et des tables disposées en rangées. De l'eau en bouteille et des collations emballées furent distribuées. Le personnel médical se déplaçait dans la foule, prenant les températures et posant des questions sur les symptômes. Penelope et James restèrent proches l'un de l'autre, ne parlant pas, se tenant simplement la main et essayant de comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Autour d'eux, les autres passagers faisaient de même. Certains pleuraient. Certains passaient des appels frénétiques à leurs proches. D'autres restaient assis en silence choqués, fixant le vide. 12 heures plus tard, ils obtinrent des réponses. Un représentant des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, se tint à l'avant du hangar et expliqua ce qui s'était passé. Les repas servis à bord avaient été contaminés. La société de restauration qui fournissait la compagnie aérienne avait illégalement jeté des déchets pharmaceutiques d'une installation de recherche voisine.
Les déchets s'étaient retrouvés dans la zone de préparation des aliments, spécifiquement dans l'assaisonnement utilisé pour l'une des options de repas, le plat de poulet. Celui que Pénélope avait mangé. La contamination avait provoqué des épisodes psychotiques aigus chez ceux qui en avaient consommé suffisamment. Le composé chimique, que le représentant du CDC ne nomma pas, avait agi comme une puissante neurotoxine, court-circuitant essentiellement les parties du cerveau responsables de la pensée rationnelle et du contrôle des impulsions. Il avait transformé des personnes ordinaires en coquilles violentes et autodestructrices en quelques heures après la consommation. Sur les 5 passagers ayant présenté des symptômes sévères, 2 étaient morts des blessures subies pendant leurs épisodes psychotiques. L'un avait causé tant de dommages à son propre cerveau en se cognant la tête à répétition qu'il n'avait jamais repris connaissance. Un autre s'était mordu les principaux vaisseaux sanguins dans ses propres poignets et était mort d'une hémorragie avant que la sédation ne fasse effet. Les 3 autres avaient survécu mais souffraient de dommages neurologiques permanents. Ils ne seraient plus jamais les mêmes. L'homme qui avait été mordu pendant la lutte n'avait pas développé de symptômes. La condition n'était pas contagieuse après tout. Elle nécessitait une ingestion directe de la nourriture contaminée. Mais cette connaissance arriva trop tard pour apaiser le traumatisme de ces heures passées à se demander s'ils étaient tous infectés, s'ils allaient tous succomber à la même folie violente. Pénélope et James furent autorisés à poursuivre leur voyage 3 jours plus tard. Ils prirent un vol avec une autre compagnie aérienne et sur un autre avion, et Pénélope ne mangea ni ne but rien pendant tout le vol. Elle resta rigide dans son siège, hyperventilant chaque fois que quelqu'un toussait ou bougeait soudainement dans son champ de vision périphérique. Lorsqu'ils atterrirent enfin à Los Angeles et sortirent de l'aéroport sous le soleil californien, Pénélope s'effondra en sanglots dans le parking. Elle n'a plus jamais pris l'avion depuis. Elle ne le peut pas. Même penser à monter dans un avion déclenche des crises de panique si sévères qu'elle doit prendre des médicaments pour fonctionner. Elle et James font maintenant des road trips lorsqu'ils veulent voyager. De longs trajets à travers le pays où ils contrôlent chaque variable. Où ils savent exactement ce qu'ils mangent et boivent, où ils peuvent s'arrêter et sortir chaque fois que la claustrophobie devient trop forte. Mais parfois, tard dans la nuit, Pénélope entend encore ces sons, les hurlements et les grognements de personnes qui avaient perdu le contrôle d'elles-mêmes à cause de produits chimiques qui n'auraient jamais dû se trouver dans leur corps. Elle pense à quel point cela avait été arbitraire, comment elle avait choisi le poulet tandis que James avait choisi le bœuf, comment cette décision aléatoire l'avait mise en danger tout en l'épargnant. Elle pense aux 2 personnes qui sont mortes, aux 3 qui ont survécu mais se sont perdues quand même. Et elle pense à la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer. Comment un vol de routine peut devenir un cauchemar en quelques minutes. Comment la sécurité n'est qu'une illusion que nous nous racontons pour continuer à fonctionner dans un monde où la contamination et le chaos ne sont toujours qu'à un repas de distance. Stella Reynolds travaillait comme hôtesse de l'air depuis 12 ans. Pendant ce temps, elle avait appris à lire les gens avec une précision remarquable. Elle pouvait dire en 30 secondes de salutation si un passager serait agréable, exigeant, nerveux ou problématique. C'était une compétence qui rendait son travail plus facile et l'aidait à offrir un meilleur service. Mais lors du vol de nuit de Chicago à Los Angeles, un froid soir de février, sa capacité à lire les gens allait devenir quelque chose qu'elle aurait souhaité ne jamais développer. Le vol était prévu pour décoller de l'aéroport international O'Hare à 23h45 et arriver à LAX à 2h30 du matin, heure locale. C'était le genre de vol qui attirait les voyageurs d'affaires essayant de maximiser leur temps et les passagers soucieux de leur budget, prêts à endurer l'inconvénient du voyage de nuit pour des tarifs moins chers. La cabine de première classe n'était qu'à moitié pleine, avec peut-être 8 passagers dispersés parmi les 16 sièges disponibles. Stella remarqua immédiatement l'homme au siège 2A pendant l'embarquement. Il avait la fin de la cinquantaine ou le début de la soixantaine, bien habillé dans un costume coûteux qui semblait sur mesure. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, soigneusement peignés, et il portait des lunettes à monture dorée qui lui donnaient une apparence distinguée et professorale. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué au succès et au respect. Mais il y avait quelque chose qui clochait chez lui, quelque chose que Stella ne pouvait pas tout à fait identifier. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rangeait son bagage à main. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Et quand Stella le salua et lui offrit de suspendre son manteau, il la regarda avec une expression de tristesse si profonde que cela lui serra la poitrine. Le vol décolla à l'heure. Une fois qu'ils atteignirent l'altitude de croisière, Stella commença ses rondes de service en première classe. Elle offrit des boissons et des collations, engageant des conversations agréables avec les quelques passagers qui étaient encore éveillés. La plupart avaient déjà incliné leur siège et fermé les yeux, espérant attraper quelques heures de sommeil avant l'atterrissage.
Mais l'homme en deux a été bien éveillé, fixant la fenêtre dans l'obscurité. Lorsque Stella s'approcha de sa rangée, elle remarqua qu'il avait bu. Il y avait 2 mini-bouteilles de whisky vides sur sa tablette, et sa parole était légèrement pâteuse lorsqu'il en demanda une autre. Stella hésita. La politique de la compagnie était claire concernant le service d'alcool aux passagers déjà intoxiqués. Mais l'homme n'était ni perturbateur ni agressif. Il était simplement triste. Tragiquement triste. Elle prit une décision et lui versa un autre whisky, ajoutant de la glace et une touche d'eau. Il la remercia calmement et se retourna vers la fenêtre. 1 heure après le décollage, l'homme appuya sur le bouton d'appel. Stella remonta l'allée vers son siège, s'attendant à une demande d'eau ou peut-être d'une couverture. Au lieu de cela, il leva les yeux vers elle, des larmes coulant sur son visage, et lui demanda si elle avait quelques minutes pour parler. Stella jeta un coup d'œil autour de la cabine. Les autres passagers en première classe dormaient tous. Sa collègue était dans la cuisine, préparant le service des boissons du matin. Elle aurait dû dire non. Aurait dû poliment détourner la conversation et retourner à ses tâches. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme l'en empêcha. Il ne cherchait ni attention ni sympathie. Il cherchait un témoin. Stella s'assit sur le siège vide de l'autre côté de l'allée. Elle demanda si tout allait bien, s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider. L'homme secouait lentement la tête et dit qu'il n'allait pas bien depuis 6 ans, et qu'il n'irait plus jamais bien. Puis il commença à parler. Il dit à Stella que son nom était Richard. Il lui dit qu'il mourait d'un cancer du pancréas et qu'il lui restait peut-être 3 semaines à vivre. Les médecins lui avaient donné 6 mois lorsqu'ils l'avaient diagnostiqué pour la première fois. Mais la maladie avait progressé plus vite que prévu. Il se rendait à Los Angeles pour passer ses derniers jours avec sa sœur, le seul membre de sa famille qui lui restait. Et il devait dire la vérité à quelqu'un avant de mourir, car le poids de cela l'écrasait et il ne pouvait pas l'emporter seul dans ce qui viendrait ensuite. 6 ans plus tôt, dit Richard, il avait assassiné son associé. L'associé s'appelait Michael Shen et il co-dirigeait une entreprise de conseil en technologie prospère à Seattle. Ils avaient construit l'entreprise ensemble à partir de rien, travaillé côte à côte pendant 15 ans, et étaient devenus aussi proches que des frères. Mais Richard en voulait plus. Il voulait un contrôle total, voulait la part des profits de Michael, voulait être le seul propriétaire de tout ce qu'ils avaient créé ensemble. Alors, Richard l'avait planifié soigneusement. Il assistait à une conférence technologique à Seattle, séjournant dans le même hôtel en centre-ville. La dernière nuit de la conférence, Richard avait suggéré qu'ils célèbrent leur dernier contrat avec des verres dans la chambre d'hôtel de Michael. Michael avait accepté avec enthousiasme. Il faisait entièrement confiance à Richard, n'avait jamais soupçonné que son partenaire et ami était capable de trahison. Richard décrivit chaque détail avec une clarté troublante. La manière dont il avait attendu que Michael ait consommé plusieurs verres et soit détendu et sans méfiance. La manière dont il avait orienté la conversation vers le balcon, suggérant qu'il sorte pour admirer la vue des lumières de la ville. La manière dont Michael s'était tenu à la rambarde, verre à la main, parlant de sa femme et de ses 2 filles, et à quel point il était reconnaissant pour la vie qu'ils avaient construite. Et la manière dont Richard avait placé ses 2 mains dans le dos de Michael et poussé. Stella sentit la bile lui monter dans la gorge. Elle voulait se lever, s'éloigner, appeler quelqu'un et signaler ce qu'elle entendait. Mais elle resta figée sur son siège, écoutant Richard continuer sa confession. Il décrivit le son que Michael avait fait en tombant, un court cri de surprise et de peur qui s'était interrompu lorsque son corps avait heurté le trottoir 12 étages plus bas. Il décrivit comment Richard était retourné dans la chambre, avait essuyé son verre et appelé la sécurité de l'hôtel pour signaler que son associé était tombé du balcon. L'enquête avait été superficielle. Michael avait bu. La rambarde du balcon était relativement basse. Il n'y avait pas de témoins ni de preuves de jeu malhonnête. La mort avait été classée comme une chute accidentelle. La femme et les filles de Michael étaient dévastées, mais elles avaient accepté l'explication officielle. Elles n'avaient jamais soupçonné que Richard, l'homme qui avait prononcé un éloge funèbre sincère lors des funérailles et promis de s'occuper de la famille de Michael, était celui qui l'avait tué. Richard dit à Stella comment il avait hérité de la part de Michael dans l'entreprise selon les termes de leur accord de partenariat. Comment il avait vendu l'entreprise 6 mois plus tard pour des millions de dollars. Comment il avait utilisé cet argent pour construire une entreprise encore plus grande, pour acquérir des maisons de luxe et des voitures coûteuses, pour vivre la vie qu'il avait toujours cru mériter. Et comment, 2 ans après la mort de Michael, il avait épousé la veuve de Michael.
Stella sentit son estomac se retourner. Elle demanda si la veuve de Michael savait ce que Richard avait fait. Richard secouait la tête. Personne ne savait. Il vivait avec ce secret depuis 6 ans, partageant un lit avec la femme dont il avait tué le mari, élevant ses enfants comme les siens, jouant le rôle du beau-père dévoué tout en sachant qu'il avait volé leur vrai père. Richard sortit son portefeuille avec des mains tremblantes et montra à Stella un article de journal qu'il portait depuis 6 ans. C'était la nécrologie de Michael, une photo souriante d'un homme dans la quarantaine aux yeux gentils et à l'expression chaleureuse. En dessous se trouvait une brève description de sa vie, de sa carrière, de son dévouement à sa famille. Richard avait lu cette nécrologie chaque jour depuis le meurtre. Il disait que c'était sa pénitence, son rappel de ce qu'il avait fait. Bien qu'il sache qu'aucun souvenir ne pouvait défaire l'acte lui-même. Puis Richard sortit plusieurs serviettes en papier du compartiment devant lui. Il prit un stylo de sa veste et commença à écrire. Stella regarda, stupéfaite, alors qu'il remplissait serviette après serviette de sa confession, la date et le lieu du meurtre, la méthode, le mobile, chaque détail qu'il venait de lui raconter, maintenant documenté de sa propre écriture. Lorsqu'il eut terminé, il signa et data chaque serviette et les tendit à Stella. Il la supplia de les donner à la police à l'atterrissage. Il dit qu'il ne pouvait pas affronter la famille de Michael lui-même. Ne pouvait pas regarder dans leurs yeux et leur dire ce qu'il avait fait. Mais il avait besoin que quelqu'un sache. Il avait besoin que la vérité éclate avant qu'il ne meure. Avait besoin que les filles de Michael comprennent que leur père n'avait pas été imprudent, ivre ou suicidaire. Il avait été assassiné par quelqu'un en qui il avait confiance, et cette personne méritait d'être tenue responsable, même si la justice arrivait trop tard pour le punir correctement. Stella demanda à Richard pourquoi il avait attendu si longtemps. Pourquoi avouer maintenant alors qu'il était déjà en train de mourir, alors que le cancer le réclamerait avant qu'un procès ne puisse avoir lieu. Richard dit que c'était précisément parce qu'il était en train de mourir qu'il pouvait enfin parler. Il avait eu peur de la prison, de perdre tout ce qu'il avait gagné par son crime. Mais maintenant, plus rien de cela n'avait d'importance. Le cancer lui avait pris son avenir, son confort, sa dignité. Tout ce qui lui restait, c'était la vérité. Et l'emporter dans sa tombe lui semblait être une trahison finale envers Michael, envers la famille de Michael, envers l'amitié qu'ils avaient autrefois partagée avant que l'avidité de Richard ne détruise tout. D'autres passagers commençaient à s'agiter alors que le vol approchait de Los Angeles. Stella s'excusa et se rendit directement au cockpit. Elle dit au commandant ce qui s'était passé, lui montra les serviettes couvertes de l'écriture de Richard. Le commandant contacta immédiatement la sécurité de l'aéroport et demanda que les forces de l'ordre rencontrent l'avion à l'arrivée. Lorsque l'avion atterrit, des officiers de police montèrent à bord et escortèrent Richard, menotté. Il partit sans protester, l'air presque soulagé de faire enfin face aux conséquences de ce qu'il avait fait. Stella donna sa déposition aux officiers et leur remit les serviettes signées qui constituaient la confession écrite de Richard. Ces histoires, aussi terrifiantes soient-elles, rappellent une vérité universelle: l'avion, souvent perçu comme un espace sécurisé et contrôlé, peut devenir le théâtre de nos peurs les plus profondes. Que ce soit par la maladie, la folie, les fantômes du passé ou la malveillance humaine, le ciel cache des horreurs que peu d'entre nous rencontreront. Mais pour ceux qui les ont vécues, ces expériences les marquent à jamais, transformant chaque vol en un rappel de la fragilité de notre sécurité. Si ces récits vous ont touché ou intrigué, n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires. Et si vous avez déjà vécu quelque chose d'inexplicable en voyage, nous serions ravis de l'entendre. Bonne nuit, et bon vol, si vous osez encore monter à bord.